Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Sylvie Rochard, responsable du pôle animation et professionnalisation du Greffe Bretagne. Et nous vous accueillons aujourd'hui pour un rendez-vous sectoriel sur les métiers de l'économie sociale et solidaire. Bienvenue donc à toutes et à tous. Donc, l'économie sociale et solidaire regroupe des métiers qui sont très divers, hein, et parfois on ne s'attend pas à ce qu'ils relèvent de l'économie sociale et solidaire. Donc, ce matin, on fait le point ensemble. Quels sont ces métiers? En quoi ils sont spécifiques? Et est-ce qu'ils peuvent répondre notamment aux attentes croissantes des publics en termes de recherche de sens ou concernant les attentes environnementales et sociétales? Pour en parler, on reçoit aujourd'hui plusieurs personnes. Floriane Désille, qui est de la Cresse Bretagne, qui est chargée de mission sensibilisation à l'ESS des jeunes et des acteurs publics. Elle est également coordinatrice régionale Mon ESS à l'école. Bonjour Floriane. Bonjour tout le monde. Nous recevons également Arnaud Pesson, qui est délégué régional de l'UDES Bretagne. Bonjour Arnaud. Bonjour à tout le monde. Et nous recevons Émilie Cariou-Ménès, qui est chargée de mission au pôle de l'économie sociale et solidaire de Morlaix. Bonjour Émilie. Bonjour Sylvie, bonjour à tout le monde. Donc, je suis également accompagnée de Marjorie Jaffré, qui est donc ma collègue, donc chargée de communication au Greffe Bretagne. Elle vous accompagnera tout au long de ce webinaire sur le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, intervenir dans le chat. Nous prendrons les questions au fur et à mesure et nous les poserons aux trois intervenants. Donc, l'idée ce matin, ensemble, c'est de faire le point sur les métiers, donc leur spécificité, leur attractivité également. Faire le point également sur l'engagement dans l'ESS, s'engager dans l'ESS, créer son activité, s'investir dans des projets. Mais dans un premier temps, ce qu'on voulait faire avec vous, c'était essayer d'aborder le périmètre de l'ESS pour bien comprendre ce dont on parle, donc le poids de l'ESS, son périmètre et la répartition des emplois en Bretagne. Donc pour commencer, je vous propose donc avec Floriane, voilà, déjà de nous dire en quelques mots, Floriane, ce qu'est la Cresse Bretagne. Eh bien, la CRES, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Il existe une CRES par région administrative. Donc, moi, je travaille à la CRES Bretagne. Ces missions sont reconnues d'utilité publique depuis 2014. Et globalement, l'objectif d'une CRES, c'est de représenter, défendre les intérêts des structures de l'ESS, régionales et locales. Elle est un peu la porte-parole des acteurs de l'ESS auprès des pouvoirs publics, des partenaires économiques de son territoire. La Cresse Bretagne, elle a été créée en 1995 et aujourd'hui, on fédère un petit peu plus de 110 réseaux adhérents en Bretagne. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Floriane. Donc, peut-être pour vous, ce qu'on vous propose pour cerner en fait le périmètre de ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, on vous propose un sondage en fait avec plusieurs questions pour parler de cette spécificité des métiers et comprendre les contours de l'ESS. Donc, peut-être je vais demander à Marjorie de lancer la première question. Oui, tout à fait. Alors normalement, vous devriez voir afficher le premier sondage avec la question suivante. L'ESS est-elle encadrée par une loi? Vrai ou faux? Et c'est là qu'on va voir si on a des personnes qui connaissent déjà bien le secteur ou pas. Alors, Floriane, Eh bien, en effet, la réponse c'était vrai. Il y a bien une loi relative à l'ESS qui date donc de 2014. C'est cette loi qui a permis de reconnaître d'utilité publique les missions des CRES. C'est une loi qui est dite la loi Hamon, puisque c'est Benoît Hamon du coup qui a été à l'origine de cette loi. Elle a permis de poser un cadre pour les structures de l'ESS. Elle va définir du coup concrètement ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Elle le définit comme étant un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine, pardon, auxquels vont adhérer des personnes morales qui remplissent plusieurs
conditions cumulatives. Ça, c'est dans les grandes lignes de la loi, ce qui est indiqué. Et il y a d'autres choses, du coup, que la loi nous indique, mais je ne vais pas forcément dire plus, puisque ça nous permettra aussi, de découvrir, le reste des questions de ce quiz. Donc, deuxième question. Deuxième question. Lesquelles de ces propositions sont des principes de l'ESS? La gouvernance démocratique, l'ancrage territorial, surtout ne réaliser aucun bénéfice, l'humain au cœur du projet et une délocalisation encouragée. En effet, on a 77% donc des votants qui ont indiqué que la gouvernance démocratique était un principe de l'ESS. C'est bien en effet un principe de l'ESS. L'idée étant que chaque personne qui participe donc à une structure de l'ESS a du coup une voix, voilà, elle peut élire, elle peut voter en fonction des instances qui sont possibles dans la structure mise en place. Donc ça, c'est un des principes premiers, cette gouvernance démocratique. Et puis du coup, la personne a une voix, peu importe le capital social, on va dire, qu'elle apporte du coup dans la structure à laquelle elle est rattachée. Le deuxième principe, en effet, c'est bien l'ancrage territorial avec 91% des votants. L'idée étant que les structures de l'ESS se développent sur des besoins de territoire qui émanent vraiment du territoire, qui permettent du coup de reconnaître l'utilité sociale, on va dire, des actions qui vont être menées. Donc l'ancrage territorial est fort important. Ça permet donc de maintenir et de renforcer la cohésion territoriale sur les territoires. Alors surtout, ne réaliser aucun bénéfice, ce n'est pas du coup un principe de l'ESS. Les structures peuvent en effet avoir une lucrativité, on appelle ça la lucrativité limitée. Les bénéfices sont donc souhaitables pour que la structure puisse se développer. En fait, les bénéfices qui vont être faits par la structure de l'ESS vont être réinjectés dans le projet, dans le développement de la structure. Et donc parfois, il y a un peu une confusion en se disant les structures sont à but non lucratif, mais en fait, il y a bien une différence entre but non lucratif et lucrativité limitée. Et donc, du coup, les structures de l'ESF peuvent avoir cette lucrativité limitée, puisque ces bénéfices vont être réinjectés donc au service du projet. L'humain au cœur du projet, en effet, c'est du coup le troisième principe qui était présent là dans ce questionnaire. Et donc du coup, c'est vraiment les hommes, les femmes qui sont au cœur de l'économie et qui vont en constituer la finalité, c'est-à-dire que on va mettre en place les actions dans les structures de l'ESS pour permettre du coup l'utilité sociale pour que la personne et l'objet social priment dans les actions donc des structures. Et donc non, il n'y a pas une délocalisation encouragée, c'était un peu le pendant de l'ancrage territorial. Et donc du coup, on favorise bien le maintien, le renforcement de la cohésion territoriale. Donc les trois réponses étaient la gouvernance démocratique, l'ancrage territorial et l'humain au cœur du projet. Et donc le quatrième qui n'était pas mis comme ça, mais qui serait du coup la lucrativité limitée des associations, des coopératives, des mutuelles, des structures de l'économie sociale et solidaire. On a bien compris l'idée étant que effectivement c'est possible de faire du bénéfice, mais pour le réinjecter dans le projet et non pas pour rémunérer des actionnaires ou voilà. Tout à fait. Euh, Prochaine question, si on continue sur ce petit sondage. La troisième question. Lesquelles de ces structures peuvent faire partie de l'ESS? Les associations, les coopératives, les mutuelles et les entreprises d'insertion. Donc là, c'est avec un angle statut. Quels sont les statuts qui relèvent de l'ESS? Ok, donc on retrouve les associations et les coopératives en premier, les entreprises d'insertion et en dernière position les mutuelles. Alors en fait, la loi 2014 met en exergue que toute association, toute coopérative et toute mutuelle fait de fait systématiquement partie de l'économie sociale et solidaire. Donc les trois premières associations coopératives mutuelles, c'est celles qu'on retrouve comme euh, les principales, on va dire, de l'économie sociale et solidaire qui sont vraiment inscrites telles quelles dans la loi. Ensuite, les entreprises d'insertion, c'était aussi une bonne réponse. Elles font de fait partie de l'économie sociale et solidaire.
Pourquoi? Parce qu'une majorité de ces entreprises d'insertion ont un statut généralement d'association, et donc de fait, on les retrouve dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Mais elles ont, même si elles sont commerciales, elles vont avoir un but premier qui est avant tout social, et donc du coup, on reconnaît les entreprises d'insertion comme étant des structures de l'économie sociale et solidaire. Elles bénéficient de plein droit de l'agrément ESUS, qui est donc un agrément qui permet de montrer on va dire, les règles de fonctionnement, les bonnes règles de fonctionnement que la structure va mettre en place. Donc, agrément ESUS, qui veut dire agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale. Et ce qui n'est pas noté là, on le retrouve et ce que la loi a amené, ce que cette loi 2014 a amené dans la clarification, on va dire, des statuts de l'économie sociale et solidaire, c'est que les sociétés commerciales répondant à certaines conditions peuvent donc rentrer dans le domaine de l'ESS en respectant donc certaines conditions qui sont prévues par la loi. Et donc, du coup, elles peuvent aussi demander cet agrément qui va permettre de, on va dire, labelliser ces entreprises et qui vont leur permettre de bénéficier de dispositifs financiers spécifiques. Donc sur les entreprises, les sociétés commerciales, elles n'appartiennent pas de stricto sensu à l'ESS, mais si elles poursuivent une finalité sociale et qu'elles respectent donc certains critères, elles peuvent le devenir, notamment en demandant cet agrément. Alors, prochaine question sur les secteurs, cette fois-ci. Alors, pour les secteurs, c'est dans quel secteur peut-on trouver de l'ESS? Action sociale et santé, banque et assurance, enseignement, commerce, hébergement, culture et sport. Voilà, est-ce que les activités de l'ESS sont présentes exclusivement dans certains secteurs ou est-ce qu'elles balayent l'ensemble de ces secteurs, d'après vous? Alors, on retrouve l'action sociale et la santé en premier, globalement, le sport, la culture qui reviennent un peu dans le top 3, et ensuite l'hébergement, et un peu plus loin, donc enseignement, banque et assurance et commerce. Et ben en fait, c'était toutes les bonnes réponses, c'est-à-dire que l'ESS, elle rassemble des organisations de toute taille, mais également de tout secteur d'activité. Le fait est que ce sont des principes et des valeurs communes que les structures vont devoir respecter. Et donc finalement, si vous avez pu le voir, si les structures qui font, je sais pas, travaillent dans l'hébergement ont un statut associatif de coopérative ou de mutuelle, de fait, elles vont faire partie de l'économie sociale et solidaire. Donc ce qui prévaut, on va dire, c'est vraiment les principes et les valeurs que les structures qui portent du coup les projets vont mettre en œuvre. Et donc si elles ont un des statuts qu'on a vu précédemment, si elles sont une société commerciale de l'ESS qui respecte certains principes, elles peuvent donc relever de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, je donne l'exemple souvent des banques et assurances parce qu'on me pose beaucoup la question sur ce sujet-là. On a de nombreuses banques aujourd'hui en France qui ont un statut de coopérative et d'autres qui ne l'ont pas. Et donc, de fait, les banques qui ont ce statut de coopérative vont relever de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ça va être pareil sur les autres champs, là, les autres secteurs qui sont présentés. On peut retrouver parfois des structures qui relèvent de l'ESS et des structures qui ne relèvent pas de l'ESS. Et donc, du coup, ça va vraiment être la façon dont on va entreprendre les actions et le projet qui vont permettre de dire si on relève de l'économie sociale et solidaire. Donc, tous les secteurs peuvent se retrouver dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, si on fait une répartition cette fois-ci par grand secteur, est-ce que Floriane, vous pouvez nous expliquer comment ça se répartit en termes Ouais, alors d'emploi? là, du coup, on a catégorisé ça dans trois secteurs. Le secteur qu'on appelle du care, de la santé, et vous l'avez mis d'ailleurs dans les premiers là, qui est vraiment important. Ça représente 57% de l'emploi en ESS en Bretagne. Ensuite, on a le secteur, ce qu'on a appelé le secteur marchand, où on va retrouver euh, si je me trompe pas, les banques et assurances, voilà une partie aussi de ce qu'on a noté qui représente 36% des emplois. Et puis, on a le secteur de l'animation territoriale qui représente 10% de l'emploi en ESS. Il y a une différence entre l'emploi et les structures, c'est-à-dire qu'il y a le poids de l'emploi, mais il y a le nombre de structures. Et donc là, on voit qu'il y a déjà une petite différence sur le schéma qui est présenté, puisque on va retrouver dans le secteur de l'animation territoriale le plus de structures présentes. Ça ne veut pas dire qu'elles ont le plus d'emplois, mais on a 49% des structures de l'ESS qui vont être voilà, rattachées, on va dire, à l'animation territoriale. Pour autant, leur poids n'est
que, on va dire, de 10% par rapport au reste. Et donc, du coup, il faut savoir un petit peu détacher ça. C'est pour ça que souvent, on a l'impression que l'animation est fort présente parce que oui, il y a beaucoup de structures de l'ESS qui vont enfin, qui sont, on va dire, dans un secteur de l'animation territoriale. Mais pour C'est-à-dire, autant, il y a c'est pas beaucoup de forcément là où le poids est le structures, plus important. il y a Pardon? beaucoup de structures, mais qui n'emploient pas forcément énormément de personnes, hein, C'est ça. pour résumer. C'est un secteur qui est peut-être parfois moins professionnalisé avec des financements un peu plus hybrides et du coup une importance aussi du bénévolat qui est vraiment fort et donc du coup c'est ce qui explique on va dire ces chiffres-là. Alors que dans le secteur du care, on est sur un secteur qui est vraiment plus réglementé et professionnalisé. On a des importances de financement plus nationaux. On a aussi du bénévolat qui est plus faible dans les actions, donc ce qui explique ça. Et sur les secteurs marchands on a aussi une concurrence directe avec des entreprises là, lucratives et donc du coup une absence de bénévolat généralement dans ce secteur-là et des financements peut-être un peu plus faibles sur les secteurs marchands. Voilà un petit peu pour ce panorama-là. D'accord. Et maintenant, si on se penche sur la répartition de l'emploi, là, cette fois-ci par statut. Ouais. Alors là, du coup, le schéma, il montre la place des différents statuts. Donc, du coup, on voit bien qu'en effet, les associations sont beaucoup plus présentes en Bretagne. On retrouve les coopératives, du coup, en deuxième, puis les mutuelles. Ensuite, on a les fondations et les entreprises sociales. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, les fondations sont bien évidemment, de fait, des structures de l'économie sociale et solidaire. Euh, et voilà, on retrouve du coup pour chacun de ces statuts, les secteurs qu'on va le plus retrouver. À chaque fois là, je vais pas tout lire, mais voilà, vous retrouvez un petit peu plus Oui. spécifiquement ce qu'on retrouve. Ça Comme reboucle bien secteur. avec ce que vous nous disiez sur le fait qu'effectivement, enfin, le statut le plus représenté, ce sont les associations qui sont peut-être plus nombreuses et qui emploient pas forcément le plus grand nombre de personnes. C'est ça. Ouais. Ok, peut-être juste quelques chiffres clés sur les territoires bretons. Ouais, bah là, l'idée, c'était de vous montrer que, pour faire suite un petit peu à la question qui avait été posée, où est-ce qu'on retrouve l'ESS? Eh bien, en fait, comme on le disait, on le retrouve l'ESS partout. Et donc, du coup, on a des exemples comme quoi on a 2 tiers de l'emploi dans les services à la personne, on a 900 clubs sportifs, ce qui représente 1 million de licenciés. On a un emploi sur deux qui est dans les banques et assurances qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, et d'autres chiffres là qui sont notés. On a créé il y a quelques années du coup une publication qui s'appelle Ce que l'ESS apporte au territoire et qui permet du coup de reprendre un peu des chiffres clés sur les grands secteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc du coup, je vous invite vraiment à aller découvrir cette publication puisque pour 13 grands secteurs. On va reprendre des chiffres clés, on va reprendre des acteurs structurants du secteur et puis des innovations qui ont été mises en place sur le territoire en Bretagne qui donnent à voir ce qui peut être mis en place et qui donnent à voir aussi comment l'ESS peut être innovante. Et je crois également que vous avez des publications enfin, parce que vous disposez d'un observatoire. Tout à fait, ouais, je pense que ça devait être peut-être la slide suivante, c'est ça. On anime à l'échelle régionale, ça fait partie aussi des grandes missions des CRES, hein. On anime un observatoire régional de l'économie sociale et solidaire. Cet observatoire nous permet de publier des publications avec des chiffres clés sur l'ESS à l'échelle régionale, mais aussi départementale, mais également à l'échelle des pays bretons et des EPCI. Donc là, faut pas hésiter à aller voir. On est vraiment sur des chiffres clés vraiment sur l'emploi et les secteurs. Et donc Mm. pour chacun des territoires régional, départemental, pays bretons et PCI, vous allez retrouver des grands chiffres clés, quel secteur est plus présent que l'autre. Il y a des études qui sont faites sur les dernières années, donc on peut voir aussi les secteurs qui vont être en progression, les secteurs qui vont stagner ou les secteurs qui vont afficher plutôt, on va dire, une récession, une baisse. Et donc c'est assez intéressant de voir ça. Et puis après, on en fait aussi des panoramas plutôt conjoncturels ou thématiques. Les panoramas conjoncturels, voilà, sortie du Covid, comment le SS se porte, voilà, ce type de choses. On a vraiment vocation à mettre en valeur ça et à montrer justement la place que le SS peut avoir sur les territoires. Et donc, ça sert Marjorie a beaucoup. remis,
Ah, excusez-moi, je vous coupe un peu. Marjorie a remis les éléments dans le chat, donc après, chacun pourra effectivement aller consulter ces documents. Tout à Juste fait. pour poursuivre sur le périmètre et puis aller un petit peu plus loin sur l'emploi notamment, on avait encore deux petits sondages. Un premier sur l'emploi salarié. Donc Marjorie, est-ce que tu veux bien lancer le sondage, donc la question 5? Oui, donc question 5, l'ESS représente combien d'emplois salariés en 2021 en Bretagne? Alors, il y en a peut-être qui sont allés voir sur Data ESS d'ailleurs, Mhm. s'ils retrouvaient déjà cette donnée. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est 8%, 10% ou 14%? Alors, ok, on a une hésitation, on va dire, entre 10 et 14%. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant puisque en fait, les deux chiffres vont. Je vais vous parler de ces deux chiffres. 14%, c'est ce que représente l'ESS en Bretagne, l'emploi de l'ESS en Bretagne. Et 10%, c'est à l'échelle nationale. Vous dire du coup qu'en Bretagne, on est la première région de France qui a un poids de l'ESS dans l'économie qui est le plus important. Je crois que derrière nous, on doit avoir les Pays de la Loire. Donc on a quand même un Grand Ouest assez présent et avec un développement de l'ESS qui est assez fort. Et donc les 10%, en effet. Ça, c'est du coup le niveau national qui est du coup en deçà. Et donc là, il y a des petits chiffres clés sur vraiment la Bretagne. On a environ 12 700 établissements employeurs dans tous les secteurs d'activité, on l'a vu, ce qui représente environ 164 000 salariés et donc les 13,8%, donc les 14% de l'emploi. Et puis, on peut avoir des spécificités territoriales en Bretagne, c'est-à-dire on va avoir des territoires, des pays ou des pays bretons sur lesquels l'ESS va monter jusqu'à plus de 20%. Et sur d'autres, on va redescendre jusqu'à 10-11%. Donc voilà, vous dire qu'en fonction des territoires, l'ESS peut être davantage présente et avoir un poids d'autant plus important. Et puis peut-être dernière question de sondage, c'était par rapport au métier. Alors C'est là, ça. Donc, quels métiers peuvent faire partie de l'ESS? Un, une maçonne, maçon. Un, une aide à domicile. Un, une serveuse. Un, une avocat, avocate. Alors, du coup, l'aide à domicile, du coup, qu'on retrouve, qui fait du lien quand même avec les questions qui étaient posées précédemment, serveur, serveuse, maçonne ou avocat, ok. Donc, du coup, en effet, bon, si vous avez répondu à toutes les questions, puisque ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que finalement, peu importe le secteur, ça va dépendre de la façon dont les activités vont être entreprises. Donc, l'ensemble de ces activités peuvent faire partie de l'ESS. L'ESS, ce n'est pas un métier ou un secteur d'activité spécifique, mais c'est vraiment la façon dont on va entreprendre. Donc, on peut exercer tous ces métiers dans l'ESS. Ce qui compte, ça va être ce que j'ai dit tout à l'heure, les principes mis en place au quotidien dans l'organisation de la structure, comment vont être prises les décisions, donc la gouvernance démocratique, à qui va profiter l'activité, comment les bénéfices vont être gérés, dans quel but, comment les relations entre les parties prenantes vont être gérées. Tout ça, si ça respecte les principes de l'économie sociale et solidaire, eh bien finalement, il est possible qu'on retrouve, par exemple, puisque je vois que c'est un des chiffres le moins pris là sur le questionnaire, un avocat, une avocate dans une association de défense des droits, voilà, de tel ou tel secteur. À partir du moment où cet avocat, avocate va exercer son métier dans une structure qui a un statut de l'ESS, donc là par exemple une association, eh bien du coup l'avocate ou l'avocat va faire son métier dans l'économie sociale et solidaire. Évidemment qu'il peut également faire son métier dans des structures qui ne relèvent pas de l'économie sociale et solidaire, comme le serveur ou la serveuse, comme le maçon, la maçonne et comme l'aide à domicile. C'est bien l'idée de vous montrer que ces métiers-là peuvent faire partie de l'ESS à partir du moment où ils vont respecter, à partir du moment finalement où ils vont exercer ce métier dans une structure qui a un statut qui relève de l'économie sociale et solidaire, pour faire court. Et, et donc, effectivement, ce qu'on comprend, c'est que l'ESS est présente dans l'ensemble des secteurs d'activité, qu'on peut exercer un métier dans l'ESS ou en dehors de l'ESS. Et puis, l'autre chose que vous souhaitiez nous repartager, c'est aussi en tant que citoyen, euh, si on réfléchit à la journée type d'une personne, on peut se dire que dans l'ensemble de sa journée, on peut toujours être en relation avec des activités de l'ESS, en quelque sorte. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez sans doute, par exemple, ce qui ressort souvent
Alors là, j'allais passer directement, par exemple, je sais pas si on l'a là, mais par exemple, si vous faites une activité sportive, vous pouvez la faire dans un club associatif de votre ville, ou vous pouvez décider, donc là, ça relèvera de l'ESS, ou vous pouvez décider de faire du sport dans une entreprise privée, dans les grandes enseignes qu'on peut connaître. En fait, voilà, en fonction des choix qu'on peut opérer dans une journée ou qu'on a l'habitude de faire, on peut en effet, du matin jusqu'au soir, comme le présente cette frise, mener ces activités dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Là, il y avait l'idée du café. On peut passer un examen médical ensuite dans un centre mutualiste, donc mutuel. Au déjeuner, je peux cuisiner des légumes d'une association, d'une AMAP. Et donc, du coup, pareil, je relève de l'ESS. Je vais prendre ma voiture qui est assurée par une mutuelle. Je vais aller me rendre à mon club de foot ou à une association locale sportive. Et puis, je vais me servir un jus de pomme bio de la coopérative agricole du coin ou bien je vais aussi, je sais pas, aller acheter mes vêtements dans une friperie associative ou coopérative que je peux avoir sur mon territoire. C'est autant d'exemples qu'on peut retrouver. Et donc, du coup, finalement, vous pouvez vous rendre compte que au quotidien, vous êtes sans doute déjà très en lien avec l'économie sociale et solidaire. Merci Floriane pour cette présentation. Je vais maintenant passer la parole à Arnaud Pesson. Arnaud, est-ce que vous pourriez nous présenter déjà brièvement ce que c'est que l'UDES? Oui, ben, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors donc en fait, l'UDES, c'est un syndicat d'employeurs de l'économie sociale et solidaire. C'est ce syndicat qui en fait regroupe euh, l'ensemble des différents syndicats de ce qu'on vient d'évoquer, là, des 14 branches d'activité. Et donc, sa mission première, c'est de vraiment d'essayer de fédérer, de représenter les employeurs de l'économie sociale et solidaire, d'essayer de promouvoir à la fois et de voir un peu les spécificités de l'employeur qui se reconnaît appartenir à l'économie sociale et solidaire. Et on va avoir finalement en face de nous, quand on parle de l'UDES, une organisation qui se veut à la fois nationale, avec des déclinaisons territoriales, puisque là, en l'occurrence, moi, j'anime le collège de Bretagne. Et l'idée, c'est que cette organisation, elle soit, en tout cas, elle est multiprofessionnelle. Et donc, c'est important parce que du coup, dans les deux axes qui construisent un peu son action, l'UDES va à la fois essayer de défendre leur appartenance, fédérer la représentation, on va dire, des employeurs qui revendiquent une appartenance à l'économie sociale et solidaire autour des problématiques qui rythment finalement la vie de l'entreprise. Et l'UDES, finalement, c'est un peu ce lieu d'échange, de coordination, d'action un peu concertée sur l'emploi, la formation ou tout simplement le dialogue social, puisque le dialogue social fait partie vraiment de l'ADN. Alors, Et derrière, c'est intéressant de vous avoir pour que vous nous apportiez aussi votre vision et votre témoignage, puisque on vient de se dire que les métiers de l'ESS, en fait, sont dans tous les secteurs d'activité et que ça peut être donc des métiers qui sont vraiment très, très divers. Donc, quelles sont les spécificités vraiment et comment les employeurs peuvent-ils mettre en œuvre vraiment les principes de l'ESS? ouais, alors ça, ça fait partie exactement cette approche-là. L'UDES s'en est saisi et a essayé de justement de créer quelque chose qui puisse permettre en tout cas, d'avoir un référentiel commun. Et nous, on l'a appelé à l'UDES l'appel des employeurs engagés. C'est une marque d'engagement, en fait, finalement, des employeurs pour accompagner ce qui est des salariés dans leur métier, des fois qui peut se montrer peu attractif ou voire même des fois avec des rémunérations qui sont moindres hein, dans ce schéma-là, et de donner quand même un intérêt de tout ce qu'on a pu se dire, c'est-à-dire ce côté important d'avoir des points de repère de, de résonance. Et donc là, si vous me permettez, je crois que j'ai une slide là autour de ça. Donc il y avait cinq éléments. Une réponse à la recherche du sens du travail et des garanties de qualité de vie au travail. On va se dire que les entreprises de l'ESS, aujourd'hui, ils ont un principe de solidarité et vraiment d'utilité sociale. C'est vraiment ça qui les anime. Et autour de ça, on va essayer d'avoir une logique qui est celle de la non-lucrativité ou la lucrativité limitée. Elles ont toutes, en tout cas, cette notion d'intérêt général. Et c'est pour ça qu'on va trouver quelque chose de très concret qui va se présenter à nous. C'est dans la définition de l'emploi, hein, en fait. C'est un ancrage territorial, ça c'est essentiel, ainsi qu'une place importante à l'humain.
finalement. Donc ces deux points-là, ça donne des notions de porteurs de sens, hein, finalement des structures qui ont une notion de porteur de sens. C'est un facteur essentiel, parce que derrière, c'est sur la qualité de vie à l'emploi, ça donne envie, ça promeut quelque part cette notion d'employeur de l'ESS. La relation de travail se nourrit vraiment de ces valeurs. Donc là, du coup, on a quand même ce côté attractif. Donc ça, c'est un premier point d'accroche. Après, le parcours professionnel, c'est le deuxième point d'accroche, c'est la place euh, en fait, il faut se dire que ces structures évoluent au plus près des usagers et au cœur des territoires. Et donc, à partir de là, les métiers de l'ESS sont particulièrement sensibles à tout ce qui est transformation sociétale. Et donc, l'idée, c'est que ces employeurs engagés, finalement, puissent se dire, on va accompagner les salariés dans l'acquisition de nouvelles compétences pour faire face, finalement, à ces enjeux qui se présentent à eux, quoi. Donc Et ça veut dire que donc, c'est un accent qui est porté particulièrement sur la formation, pour la favoriser les formation, parcours c'est ça. professionnels, c'est ça que ça signifie derrière ou... Exactement. C'est ça que ça signifie, mais pas que. Ça veut dire aussi une sensibilité pour ceux qui sont, par rapport à quand on met au cœur l'humain. Et ben, par exemple, on peut imaginer que certains contribuent aussi à l'insertion des personnes éloignées de l'emploi parce qu'elle cherche à renforcer l'intégration des salariés dans l'emploi de qualité ou voilà, ou durable, ou en tout cas, ça permet aussi d'avoir des critères, de nouveaux critères pour la recherche de talent. Et c'est là ce mode d'entreprendre fort qui est une plus-value sociale et environnementale. Et on voit bien que ça s'inscrit vraiment dans un processus que nous on appelle l'innovation sociétale, quoi, sociale. Mm. Et donc voilà, ça nous permet d'avoir un point d'accroche. Donc ça, c'est le deuxième point, ça, cette formation. Après, on a la dimension démocratique des structures l'ESS. Alors ça va être assez vite fait pour l'évoquer. C'est la place du salarié dans la gouvernance. On voit qu'il y a des modèles sur lesquels, naturellement, bon, on a des modèles comme les SCOP, donc les SCOP ou les SIC qui vont avoir la possibilité d'avoir les salariés au sein de l'organisation. Les mutuelles, bien entendu, les salariés sont présents dans les instances de gouvernance. Et de plus en plus, les associations aussi associent ça, associent les salariés à la construction du projet. Donc là, on a ce mécanisme-là qui fait qu'aussi la salariée a la possibilité de pouvoir s'exprimer dans le projet collectif. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est souvent un dialogue professionnel ou un dialogue mis en place autour des professionnels pour les entendre et avoir la voix qui trouve écho. Voilà. Donc souvent, c'est un des mécanismes qu'on défend sur les employeurs de l'économie sociale et solidaire. Après, le dialogue social et le dialogue professionnel, bon, je l'évoquais juste à l'instant, ça, c'est des principes de management un peu vertueux qu'on essaie de défendre plus que jamais, puisque du coup, le dialogue sur le terrain de l'entreprise en tant que tel, c'est un terrain démocratique, un lieu d'expression, de débat, d'échange, et donc les employeurs de l'ESS favorisent donc ce dialogue social sous toutes ses formes, institutionnelles, formelles, le côté prévu par le Code du travail, hein, finalement, mais aussi le côté informel, donc ce fameux dialogue professionnel. Et l'idée, c'est d'aller à la recherche de l'adhésion du projet collectif avec l'ensemble des acteurs du monde du travail. Donc on a vraiment cette volée-là sur lequel on défend aussi cette approche qui nous semble hyper importante. Et là, en dernier lieu, il y a une approche aussi autour de la lutte contre le réchauffement climatique et les mutations écologiques des entreprises. Donc, on sait que déjà un nombre d'entreprises de l'ESS agissent d'ores et déjà dans le domaine de la transition écologique. Mais au-delà, en fait, finalement, de ces initiatives et de ces projets, on voit que c'est une économie verte. Les employeurs de l'ESS ont vocation à s'inscrire vraiment progressivement dans cette démarche-là. Il y a un certain nombre de projets qui sont portés à l'échelle nationale, mais aussi au local, dans des projets autour de l'UDES et de ses acteurs. La CRES en est aussi des relais. Donc, en l'occurrence, on a cette sensibilité-là, bien entendu, de l'impact qu'on peut avoir. Et voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment dans ce schéma. Alors, cet appel des employeurs engagés a vocation à communiquer ou à s'appuyer sur un registre qui nous soit commun et qui donne envie de venir vers nos métiers. Voilà. Mm. Oui, et puis j'imagine aussi qui pousse, enfin qui tire vers le haut aussi l'ensemble des employeurs pour aller dans cette démarche-là également. Vous, Virtueuse, tout à fait. Parce que vertueuse. finalement, on n'a pas le monopole. C'est pas parce qu'on est dans l'économie sociale et solidaire qu'on est bon dans tous ces domaines. L'idée, c'est justement d'y travailler
et en tout cas de le renforcer, parce que la maturité des organisations, je pense que c'est quelque chose qui est une réalité, hein. On n'a pas la même maturité dans différentes organisations, on n'a pas la même approche sur on va dire la maturité dans ces différents domaines, quoi. Mm. Bah, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être voilà des arguments effectivement quand vous êtes en médiation avec les publics, voilà de se dire que quand on fait le choix d'une structure de l'ESS, a priori, il y a ces 5 engagements qui sont derrière et qui effectivement peuvent redonner du sens au projet d'orientation ou d'évolution professionnelle des publics. Vous parliez d'attractivité des métiers, Arnaud. Est-ce que les métiers sont plus attractifs quand ils relèvent de l'ESS ou quand ils relèvent du privé? Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Bon, écoutez, là, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est si ce n'est que du coup, en l'occurrence, moi, vous voyez, j'ai une vingtaine d'années d'expérience professionnelle. J'ai construit tout mon parcours professionnel dans l'économie sociale et solidaire par choix. Donc, j'ai toujours fait ce choix qui est volontaire. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est ce que je décliné derrière, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a du sens. Et lorsque, je vais vous prendre un exemple, parce que on va essayer essayer d'être concret. Prenons un métier. J'ai été, moi, directeur de centre de santé infirmier pendant un temps. Alors, des centres de santé infirmiers associatifs et des infirmières libérales. Si on prend juste le même métier, c'est le même métier en proximité dans deux volets différents, hein, un volet économie sociale et solidaire et un volet libéral. Euh, la place qu'on a pu créer autour des centres de santé, c'est un modèle sur lequel c'est les anciens dispensaires, donc centré sur l'humain. Personne n'est exclu de la démarche. L'idée, c'est d'être en proximité dans les quartiers, d'être en force, quoi, voilà, d'être là en complémentarité de ce qui existe. Ce que moi j'ai vécu à travers ce schéma-là, c'est une complémentarité, c'est-à-dire que dans l'écosystème, les personnes qui venaient à vouloir faire ce métier d'infirmière, souvent venaient en relais, en formation, dans ces centres de santé infirmiers pour pouvoir apprendre leur métier, donc accueil en formation. Après, derrière, potentiellement des remplacements, potentiellement leur premier job et potentiellement leur première évolution aussi, parce que souvent des formations autour des plaies, les cicatrisations et divers éléments. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout un parcours pouvait se créer autour de ça et souvent autour tout simplement du fait que on peut venir accompagner dans un écosystème proximité humain, formation, évolution. Et donc, du coup, là, vous voyez les critères que je vous ai évoqués tout à l'heure, on les coche quasiment tous. Même la question en lien avec le côté transition écologique, on se posait des questions sur la mobilité, sur comment on avait un impact sur notre environnement, en tout cas, voilà, une réalité. Alors, lorsque vous êtes une professionnelle, lorsque vous avez la possibilité d'avoir votre projet professionnel, entre les deux choix, c'est peut-être une histoire de sensibilité, c'est peut-être une histoire de sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une possibilité et que c'est bien agréable de pouvoir aller dans un acteur de l'économie sociale et solidaire qui vient œuvrer au service public, hein, au service des autres, d'utilité publique, de pouvoir avoir, finalement avoir un poste salarié, d'évoluer, de pouvoir avoir des vacances, d'une structuration, une évolution. Mais certes, bon, en l'occurrence, on est moins payé que dans le libéral. Voilà, ça c'est une réalité. Mais Et par puis en contre, il y avait préparant d'autres atouts. en préparant le webinaire, vous disiez aussi, Arnaud, que c'était intéressant de se poser ces questions parce que peut-être que ces démarches-là ne correspondent pas forcément à tout le monde non plus, à tous les Non. publics. Exactement, je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Il faut aimer, moi dans ma posture, moi je suis plutôt des postures de direction. À mon titre, à ma façon de voir les choses, c'est sûr qu'aujourd'hui je suis directeur d'établissement, je rends des comptes à une gouvernance associative, en l'occurrence j'ai toujours rendu des comptes à une gouvernance associative, à des bénévoles, à des personnes investies. C'est pas forcément la même chose que pour d'autres qui ne peuvent pas accepter l'inertie que ça sous-entend d'avoir une démocratie organisée au sein des établissements. Il y a des choses, il y a une question de réactivité, une question de responsabilité aussi, des fois de délégation qui peuvent se poser. Autrement dit, il faut avoir quand même cette sensibilité à aller au contact de l'économie sociale et solidaire dans son écosystème, mais ça peut être le temps
d'un parcours, hein. On n'est pas obligé d'être linéaire dans son parcours comme moi je l'ai été, parce que là je le suis toujours dans cette volonté de toujours travailler au sein de l'économie sociale et solidaire. Moi je peux pas le dire autre chose que moi ça m'enrichit, en tout cas ça me donne envie. Mais d'autres peuvent se dire que ça peut être des contraintes. Voilà, quand on reprend le poste, on reparle des infirmiers, ben, il y en a peut-être qui voudraient être maîtres de leurs horaires, de pouvoir faire ce qu'elles veulent, de pouvoir avoir le choix aussi de dire oui, non à certaines personnes en prise en soin. Voilà, c'est des choix de vie, c'est des choix de... voilà, ça ne peut ne pas correspondre à tout le monde, ça c'est sûr. Mais bon, bien entendu, par rapport à la parole que je porte et à l'attractivité qu'on essaie d'avoir sur nos métiers, c'est de montrer toute la valeur ajoutée qu'on peut avoir de justement de venir travailler dans nos structures où il y a du sens et il y a ce collectif, il y a ce sens donné à l'humain et qui est très intéressante, quoi. Qui Merci me beaucoup motive. Arnaud. Je vous partage juste, vous nous aviez identifié un certain nombre d'outils pour pouvoir s'informer et donc Marjorie vous a remis le lien Ouais. dans le chat. Donc vous retrouvez le guide des métiers de l'ESS. Vous retrouvez également le portail de l'emploi de l'ESS où on peut donc rechercher des offres d'emploi. Donc si vous voulez en savoir plus et aller plus loin. Merci beaucoup Arnaud. Et Je vais maintenant passer la parole donc à Émilie. Vous travaillez pour un pôle de l'économie sociale et solidaire donc à Morlaix. Est-ce que en quelques minutes déjà vous pourriez nous présenter ce qu'est ce pôle de l'ESS? Le centre du monde, j'ai envie de vous dire, mais pas que. Euh, le pôle ESS du Pays de Morlaix, nous, on est une association, donc loi 1901. On existe depuis 2009, comme les pôles de l'ESS qui existent aussi dans le Finistère Ouest. Je pense au pôle ESS du Pays de Brest et au pôle ESS Pays de Cornouailles. Donc, on est des associations qui ont été créées sur une volonté politique, c'est-à-dire une volonté politique de la région Bretagne aussi d'impulser la création de ces associations et des acteurs locaux. On parlait d'ancrage territorial tout à l'heure avec l'intervention de Floriane puis de celle d'Arnaud. Des acteurs locaux, des associations, des coopératives, des collectivités qui se sont dit, bon, en fait, nous, on veut travailler sur cette économie-là, on veut en faire quelque chose, on veut construire probablement une politique publique et du coup, pour ça, eh bien, on a besoin de pouvoir créer une association qui puisse un petit peu recenser les acteurs. Donc, vous avez la vision politique partagée là qui s'affiche, parce que des fois, une illustration est aussi très intéressante pour vous montrer que autour de ça, en fait, c'est vraiment un écosystème et un écosystème de structures transversales qu'on cherche. C'est-à-dire que même si nous, on travaille à l'échelle du pays, donc pour nous spécifiquement sur le Pays de Morlaix, c'est 3 intercommunalités, chaque pôle ESS travaille sur cette échelle-là. Donc c'est extrêmement intéressant. On travaille sur plein de thématiques différentes en fonction de nos adhérents. On est des associations. Nous, sur le Pays de Morlaix, on a une soixantaine d'adhérents dans des thématiques diverses et variées, mais principalement pour nous, en tout cas, dans le domaine du médico-social et dans le domaine du bâtiment et du réemploi. Donc deux thématiques très différentes, mais voilà, on trouve aussi des pistes de réflexion avec eux pour à la fois s'organiser collectivement, apporter des réponses territoriale, c'est-à-dire nous, notre territoire, le Pays de Morlaix, aujourd'hui, il a besoin de quoi? Quelles sont ses fragilités? Comment est-ce qu'on arrive à agir pour transformer ce challenge-là par l'implémentation, par des tests? Des fois, ça fonctionne et on peut développer. Des fois, ça ne fonctionne pas, mais on arrive à capitaliser pour expliquer les raisons. Et puis, au fait, comment est-ce qu'on construit une économie de long terme? Parce que notre objectif, c'est quand même bien ça, c'est obtenir un développement qui soit pérenne et pour lequel chacun puisse vivre, qu'il soit Et alors, salarié ou qu'il puisse être citoyen. enfin pour les pôles d'économie sociale et solidaire, ils ont, je crois, deux grandes missions. Tout à fait. Nous avons, alors on est 19, nous, les pôles ESS en Bretagne, nous sommes 19, donc vous allez nous retrouver un petit peu partout. On a tous, donc voilà, donc vous avez la carte qui s'affiche, hein, donc en fonction de là où vous êtes en tant que participant, essayez de regarder quel est votre pôle ESS, parce que nous ne nous appelons pas tous ADES. Donc voilà, vous pouvez retrouver les thématiques. Nous avons tous deux missions principales pour lesquelles nous sommes financés, et après elles se déclinent territorialement en fonction de l'ancrage. La première, c'est le développement économique de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on va notamment recevoir des porteurs de projets, que vous soyez au début, au milieu, que votre structure soit déjà créée, que vous vouliez agrandir, avoir une nouvelle cible, vous pouvez venir nous voir, on prend du temps, et c'est ce qu'on va décliner juste après. On peut aussi répondre aux besoins, c'est-à-dire que vous êtes, je sais pas moi, France Travail, vous êtes l'AFPA, vous êtes un acteur spécifique, on peut aussi intervenir auprès de vous, déjà pour vous, si vous expliquer en interne ce que c'est que l'économie sociale et solidaire,
comment est-ce qu'on travaille, et puis après, voilà, intervenir auprès de vos stagiaires. On peut aussi accueillir, nous c'est le cas sur Morlaix, nous avons du bâtiment collectif, c'est-à-dire qu'on accueille aussi des structures dans notre propre, dans nos propres locaux. Et puis on a une deuxième mission qui est la sensibilisation et la promotion de l'économie sociale et solidaire. Ben, c'est par exemple ce qu'on fait ce matin avec Floriane. On intervient aussi beaucoup dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités, auprès de nos structures, soit auprès de nos adhérents directement pour sensibiliser les propres salariés ou les bénéficiaires, mais aussi auprès de structures du territoire. Voilà, si jamais il y a besoin d'élus, de techniciens, on intervient régulièrement, voilà, auprès de plein de publics différents, divers et variés. Voilà, donc pour répondre à Anne qui nous posait la question, effectivement, dans le chat, s'il y a une personne qui a un projet de création d'activité qui se situerait dans l'ESS, effectivement, l'idée, c'est d'aller contacter donc le pôle d'économie solidaire, sociale et solidaire qui se trouve le plus proche de chez lui. Et donc, vous me disiez en Normalement, vous avez, préparation il y a des pôles à moins de 20 minutes de chez soi, on peut être accueilli. c'est ce que j'allais vous dire, effectivement, à moins de 20 minutes, enfin, à part si vous habitez sur une île, hein, évidemment, j'exclus les îles, hein, vous ne m'en voudrez pas. Mais normalement, vous avez un pôle ESS ou en tout cas une permanence à moins de 20 minutes de chez vous. Enfin, c'est quand même une particularité bretonne. On est les plus maillés là-dessus et c'est vraiment une force. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos acteurs locaux. Et donc, alors bon, là, on va rentrer un petit peu dans le détail des services que vous pouvez proposer donc aux porteurs de projets. Mais donc, si une personne a juste une idée sans forcément avoir beaucoup travaillé son projet, est-ce que c'est une personne qui peut venir vous voir vous? Est-ce que vous êtes le bon interlocuteur? Oui, tout à fait. Nous sommes la bonne personne, nous sommes les bonnes personnes. C'est-à-dire on est des spécialistes, hein, on fait de l'AIO, ce qu'on appelle de l'accueil, information, orientation. C'est-à-dire que peu importe où vous en êtes, vous pouvez en être tout au début, c'est ce que vous voyez sur l'écran, à la formulation de l'idée. Venez nous voir. En fait, peu importe. À partir du moment où vous avez un projet en innovation sociale, un projet à visée collective, que vous soyez encore salarié, que vous soyez pas encore arrivé en région Bretagne, voilà, que vous vous posiez la question de quitter votre emploi pour monter autre chose, il peut y avoir plein de demandes diverses et variées. Venez nous voir. On va prendre le temps, on va prendre entre 1 heure et 1 heure et demie pour faire un point avec vous, soit en présentiel, soit voilà, en présentiel dans nos locaux, dans les lieux de permanence quand on en fait. Si vous n'êtes pas sur place, ben, on bascule en visio, hein. Avec le Covid, on a aussi appris ça. Euh, et on prend le temps de détailler quelle est votre idée, quel est votre besoin, quelle est votre expérience, parce que souvent l'idée, elle vient pas de nulle part, c'est-à-dire que on va chercher voilà, qu'est-ce qui vous titille, quelles sont vos valeurs, etc. Et on avance en même temps que vous. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner votre projet. Vous nous dites, ben, écoutez, moi, j'arrive pas en région avant 6 mois. Ben, c'est pas grave, on va prendre notre temps, on va regarder. Soit ça va être le pôle PSS qui va, pendant 6 mois, être avec vous en visio. Soit on va pouvoir trouver d'autres acteurs. C'est ce que vous voyez, hein. Vous voyez, il y a différents acteurs au niveau de la carte qui seront le plus adéquats à un moment donné. C'est-à-dire que vous arrivez, votre projet est quasi ficelé, vous avez des problèmes pour, je ne sais pas moi, la question des financements, et bien on va pouvoir vous mettre en contact avec des acteurs qui font partie de notre écosystème en vous disant, bah, écoutez, on peut être facilitant, soit on vous donne directement le contact, ça peut être France Active, ça peut être les cigales de Bretagne, ça peut être des partenaires bancaires sur telle ou telle thématique. On peut faire ce lien-là. Il n'y a aucun Et, souci. Et donc, Et comment, excusez-moi, je vous interromps un peu, mais du coup, comme là, on s'adresse à des professionnels de l'orientation, des professionnels de la formation, donc est-ce que vous avez l'habitude aussi de travailler avec eux? C'est-à-dire que vous accompagnez peut-être des personnes, des individus sur un projet, mais est-ce que vous faites du lien justement avec ceux qui les suivent aussi sur le retour à l'emploi, le retour à la formation? oui, complètement. On essaye de le faire de plus en plus. Là, nous, plus particulièrement sur Morlaix, puisqu'on vient d'intégrer les locaux de l'AFPA, donc on travaille, enfin, c'est un partenaire privilégié en tout cas chez nous, puisque on partage les mêmes locaux. Donc, effectivement, on fait un suivi un peu personnalisé des personnes. Entre, voilà, au moment où ils prescrivent la personne en disant, ben, ce serait bien d'aller les voir, le moment où on l'a vu, en fonction de ce qu'on a pu travailler avec eux sur le projet, d'avoir telle ou telle orientation. Et en tracteur, ça nous arrive aussi, voilà, c'est ce qu'on appelle trajectoire ESS chez nous dans le Finistère. C'est un écosystème qui est dédié à l'accompagnement en économie sociale et solidaire, ce qui fait qu'on peut suivre les projets au fur et à mesure en se disant, bon, ben, nous, généralement, au niveau des pôles ESS, on peut vous suivre du début à la fin. Nous, généralement, on vous suit parce qu'au fait,
C'est aussi intéressant quand tout va bien, que les planètes s'alignent. C'est extrêmement chouette, tout va très vite. Souvent, on vous voit quand vous êtes en difficulté, quand les porteurs sont en difficulté en vous disant, bah là, soit j'ai un partenaire qui m'a dit non, soit j'ai eu une mauvaise réponse et je ne sais pas comment faire, je suis un petit peu perdue. Voilà, c'est aussi l'avantage d'avoir un espace, un bâtiment, c'est-à-dire que voilà, on reçoit énormément de fois un café, voilà, on redonne des choses, on refait un petit plan d'action synthétique, on rebooste les personnes si jamais il y a besoin, on peut faire du co-développement avec nos administrateurs, avec des partenaires spécifiques, et on retravaille et on lance tout le monde. Merci, Et on Émilie. accueille à peu Il y avait près une question 1000, également. Excusez-moi, Émilie, il y avait une voilà. question également dans le chat. Peut-être que je vais l'adresser. On vous entend pas très bien, Émilie. Je vais peut-être l'adresser à Floriane. Je pense qu'elle saura répondre également. C'était l'idée de savoir pourquoi est-ce que c'est un label Pôle ESS? Donc, je rappelle que ESS, c'est économie sociale et solidaire, mais voilà, est-ce qu'il y a un label derrière? Est-ce qu'il est délivré par la CRES, ce label? Floriane, est-ce que vous sauriez répondre à cette question? Je dirais pas que c'est un label, mais plutôt, on va dire, la reconnaissance de structures, en fait, qui portent, on va dire, les mêmes orientations, les mêmes grands projets. Je sais pas exactement, si le mot label est adapté. Peut-être qu'Émilie est aura vraiment. En La fait, réponse. c'est une question de visibilité et de lisibilité. C'est-à-dire que vous avez vu dans la cartographie, chacun un petit peu son nom, puisque les pôles ESS sont entre 95 et 2018 pour les derniers. Donc, il y a des dénominations spécifiques. Pôle ESS, ça permet d'harmoniser de manière globale, d'être plus visible pour nos partenaires et aussi pour vous, potentiellement prescripteurs, de savoir vers quel acteur vous pouvez aller. Et Mais c'est donc, vrai que la spécificité, c'est qu'il y a ce nom un peu de pôle ESS, mais comme l'expliquait Émilie, il ne s'appelle pas forcément tous pôle ESS du pays de mm, Fougères ou pôle ESS, je sais pas, du pays de Rennes, bref, peu importe. Là, on a notamment Hadès, pays de Brest, Hadès, etc. Sur d'autres oui, territoires, ça va être ces deux sols. Sur encore, enfin voilà, il y a des noms un petit peu différents. remontrer la Exactement. cartographie, effectivement, avec Donc, les différents noms c'est des vrai que pôles. l'appellation pôle ESS permet de rassembler et de visibiliser un petit peu tout le monde. Hmm, d'accord, très bien, merci. Une autre personne dans le chat qui demandait, est-ce qu'il y a une structure qui peut accompagner de l'idée jusqu'au projet? C'est bien les pôles de Nous, SS, justement. et nous. Et après, ce que j'entends, hein, c'est que vous passez le relais en fonction de l'état d'avancement du projet vers d'autres acteurs. Et pour répondre, parce que je vois la question aussi sur entreprendre au féminin, effectivement, ils sont encore dans la salle puisque, ben, en fait, ils font partie de l'écosystème d'accompagnement. Et puis, au fait, effectivement, on a appris leurs difficultés et puis leurs fermetures, mais voilà, en tout cas, enfin, ils faisaient partie jusque-là et les documents n'ont pas été refaits depuis la disparition de la structure. Et est-ce que vous avez donc je prends les questions du chat au fur et à mesure. Est-ce que vous avez des exemples de projets qui ont été accompagnés? Est-ce qu'on peut retrouver des exemples vidéo ou écrits? Est-ce que vous avez des ressources de ce type-là qu'on pourrait consulter? Oui, vous en avez plein. Je pense que déjà le document que Floriane vous avez sur l'exploration de la recherche en économie sociale et solidaire, vous avez des acteurs qui ont été accompagnés, notamment aussi par les tags. Vous avez plus de 400 personnes qui ont été accompagnées, 122 emplois qui ont été créés. Vous retrouverez des capsules vidéo sur le site internet de la CRES là-dessus. Et puis, si vous allez voir vos pôles ESS locaux, généralement, ils font aussi des focus sur les projets qui peuvent accompagner. D'accord, merci beaucoup pour cette intervention. C'était très clair. Je vous remercie beaucoup. Je vais conclure ce webinaire. Peut-être vous annoncer déjà que si vous souhaitez en savoir plus sur ces métiers, sur l'économie sociale et solidaire, il y a donc le mois de l'économie sociale et solidaire qui se déroule tous les ans au mois de novembre. Et donc, Floriane, ce sont donc une série d'événements auxquels tout un chacun peut participer. Exactement, ouais. Sur le mois de l'ESS, hein, c'est ça, vous retrouverez, alors là, c'est pas encore démarré du coup, mais au moment venu, à partir de l'été, un peu avant ou un tout petit peu après, tous les événements qui seront proposés. Donc, c'est vraiment des événements grand public ou parfois pour des professionnels. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment
montrer, à voir ce qu'est l'économie sociale et solidaire sur des thématiques diverses et variées et pour des publics divers et variés. Donc, faut pas hésiter à aller à ce moment-là voir sur le site du mois de l'ESS. Et puis, on a pendant le mois de mars, à la fin du mois de mars, c'est du 24 au 29 mars, la semaine de l'ESS à l'école qui, elle, est plutôt orientée plus pour les scolaires, mais qui va du coup permettre de mettre en valeur des actions, des projets d'économie sociale et solidaire portés par des élèves ou des étudiants au sein des établissements scolaires. Et donc, du coup, il y a pas mal de choses qui se passent, et notamment des boutiques solidaires qui sont montées par des élèves au sein des établissements scolaires, comme plein d'autres choses. Et ça permet à ces élèves de découvrir aussi, d'une certaine manière, des métiers de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Donc, écoutez, je vous remercie tous les trois pour la préparation et puis pour vos interventions. Juste pour votre information sur les prochains rendez-vous sectoriels en 2025, nous avons prévu donc d'avoir des rendez-vous sur les métiers des industries agroalimentaires et sur les métiers de proximité. Voilà, écoutez, merci à vous tous pour votre participation active et merci à nos trois intervenants. Et puis moi, je vous dis Merci. à bientôt. Au revoir. Au revoir.